Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit. Et ce soir, je suis avec Jérôme de la chaîne Horus. Salut Jérôme. Salut Damien, merci de ton invitation. Eh bien écoute, avec grand plaisir. Alors c'est vrai qu'on avait discuté ensemble déjà du Dogman quand on avait enregistré un Mimi en fait avec Antoine et on avait eu Oui, un petit laps de temps où on était juste tous les deux. On avait discuté de tout ça et puis c'est de là qu'était un peu née l'idée de faire cette émission sur le Dogman. Alors effectivement, donc ce exactement. soir, on va vraiment se concentrer sur cette créature, de chercher dans toutes ces théories et voir celle qui pourrait être le plus plausible, le plus réaliste. Alors on va commencer tout d'abord par un petit historique en fait de cette créature, alors qu'on peut quand même beaucoup rapprocher du loup-garou, hein, Jérôme. Oui, bah oui, oui, moi quand j'ai pris connaissance de voilà, de cette créature qu'on appelle outre-Atlantique le Dogman, ou chez nous plus communément appelé le loup-garou. Oui, Hmm. c'est moi ça m'a tout de suite rappelé. Je pense que tu dois connaître hein, ce film Le Loup-garou de Londres Bien sûr, oui. que j'avais vu ado, moi qui m'avait qui m'avait marqué. J'avais vraiment adoré. Il y a notamment cette scène de la transformation du héros hein, qui se transforme en loup-garou. Et oui, quand on évoque le Dogman ou le loup-garou, on pense tout de suite à la lycanthropie à la base, hein, pour ceux qui ne sont pas trop au courant de cette créature, on pense tout de suite à ça, quoi. Mm. Voilà, parce que le Dogman, donc, ce serait une créature assez grande qui ferait 2 mètres, voire plus, des fois, qui a donc un corps humanoïde avec une tête de loup. Et c'est vrai qu'immédiatement, on pense au loup-garou, on pense, comme tu le dis, au loup-garou de Londres, on pense aux créatures, par exemple, dans le film Pleine Lune. Enfin, tout le cinéma hollywoodien, évidemment, nous a apporté des tonnes d'images, en fait, Mm. de cette bête. Et c'est vrai que ce Dogman, moi, j'en ai pris connaissance, évidemment, grâce à Lionel Camille, hein, qu'on va citer Mhm. aujourd'hui, évidemment, sur certaines théories, parce qu'il a quand même apporté énormément à toute cette histoire. Et c'est vrai qu'immédiatement, j'ai fait le rapprochement avec ce loup-garou. Sauf que le Dogman ne serait pas un homme capable de se transformer. C'est là que c'est intéressant, c'est que ce serait une créature qui aurait donc cette apparence en permanence. Ça ne serait pas un homme capable de se modifier en fait en loup-garou. Oui, qui sait? Et voilà, et après, Justement, qui sait? on est là pour aborder toutes ces Et différentes. on va aborder tout ça. Mais c'est vrai que généralement, ce qui revient, c'est qu'il y a une différence entre le Dogman et le loup-garou, parce que justement, il n'y a pas cette transformation. Et moi, j'ai eu vraiment l'impression, tu sais, qu'en fait, le Dogman, c'était un peu comme une sorte de modernisation du loup-garou, du mythe du loup-garou. Et que du coup, en créant cette créature, on s'affranchissait complètement de tout le folklore qu'il y avait autour du loup-garou, tel qu'on l'a vu, comme on l'a dit dans les films. C'est-à-dire, il n'y avait pas les balles en argent pour le tuer, il n'y avait pas la pleine lune qui lui permettait de se transformer. Et donc, j'avais l'impression que c'était quelque chose de plus moderne, une façon moderne, en fait, de voir le mythe du loup-garou. Oui, Et tout à fait. Mm. et c'est vrai que ça a pris en fait Internet, là, ces derniers temps, ça prend une ampleur phénoménale sur Internet. Et j'ai l'impression Oui. que voilà, on est en train de vivre une sorte de revival du loup-garou, mais version moderne. Oui, Et c'est vrai que moi je m'intéresse à énormément de sujets, notamment avec ma chaîne, Horus, et j'ai pris connaissance de comment ce phénomène, loup-garou, c'était Noël dernier, avec mon frère. On s'offre toujours des livres, ça faisait un petit bout de temps qu'il me parlait justement de loup-garou et cetera. Bon, pourquoi pas, hein, mais sur le moment, on te parle de ça, même si j'ai l'esprit extrêmement ouvert, je me suis dit: «Mais c'est un petit peu farfelu quand même le truc», et puis, bah, voilà, en cherchant un livre à lui offrir, je suis tombé sur ce livre de Bragi Belovac. Mhm. Donc avant de lui offrir, j'ai lu le bouquin, on fait une pierre deux coups, et puis du coup, j'ai trouvé vraiment, super intéressant le livre de Bragi. Alors du coup, je me suis un petit peu plus intéressé au loup-garou, et en effet, comme tu le dis, ça fait un petit bout de temps sur le net, hein, il y a des chaînes qui se sont créées et qui se sont un petit peu spécialisées, là-dedans. Je pense, notamment à la chaîne de Morgane Priest de Loup-garou France, et puis aussi, une chaîne, comment de c'est, Connexion Mystère avec De Virgile, oui. Virgile, qui est Mhm. très sympa aussi. Il y a des témoignages très intéressants aussi qu'il diffuse au travers de cette chaîne. Donc voilà, et c'est vrai que ça fait un petit peu le boom en ce moment. J'ai redécouvert moi les vidéos de Lionel Camille qui parlaient justement du Dogman. Et moi, comme je suis quelqu'un de curieux, je me suis dit: «Mais c'est quoi l'origine de cette bestiole, quoi? D'où Mhm. vient-elle?» Exactement. Alors justement, on va essayer de creuser un peu là dans l'histoire, puisque on voit que la lycanthropie, donc la possibilité d'une métamorphose, en fait, le concept de la métamorphose d'un homme en loup remonte vraiment à très très loin, hein. On a
dès le 5e siècle en fait avant Jésus-Christ, hein, Hérodote parlait d'une race d'hommes qui vivaient aux abords de la mer Noire et qui étaient capables de se métamorphoser en loup au moyen de pratiques magiques. Donc ça aussi c'est quand même intéressant de voir que même à ces époques très reculées, on avait déjà voilà cette vision de l'homme capable de se métamorphoser. Ouais, et puis quand on remonte un petit peu, par exemple, l'Égypte antique, hein, lorsqu'on voit ces personnages enfin, ces dieux, de la l'égyptologie antique et mi-homme, avec une tête d'animal, Exactement. mmh, Oui, c'est il vrai y qu'en a Égypte, c'est très intéressant avec, comment avec il s'appelle? Anubis, par Anubis. exemple, avec, il y a aussi, Seth, hein, qui a une tête, canidée un petit peu, oui aussi, petit côté canidé dans le visage de ce dieu Seth. Mmh. Et on retrouve une histoire qui est très intéressante aussi dans la mythologie grecque avec donc le Lycaon, le roi d'Arcadie, qui était connu pour être vraiment excessivement cruel et qui avait donc un jour reçu un mendiant à dîner et donc il avait reconnu que c'était Zeus qui était caché donc sous ce déguisement. Il tua un de ses plus jeunes fils en fait pour l'offrir à Zeus en repas. Et là en fait Zeus était vraiment très en colère et a foudroyé Lycaon qui s'est alors transformé en loup. On retrouve ce passage dans le livre. On s'aperçoit que il garde certains traits humains. C'est-à-dire qu'en fait, il est transformé en loup, mais il a quand même des traits humains qui restent. Donc on imagine très bien là un Dogman, tu vois, on peut très bien imaginer un Mmh corps un peu mh. humain avec une tête de loup. C'est Donc, ça. Mmh. et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la Grèce antique, le fait de manger de la viande humaine, donc les actes de cannibalisme, pouvait emmener à la transformation en loup. Donc, tu vois, déjà, il y a pas mal de pistes qui sont assez intéressantes là-dedans. Ouais, mais là, on a ce côté magique, en fait, hein, Exactement. mmh, mmh mh. Et on va voir hein, qu'après, ça va perdurer puisqu'on va dans certaines tribus amérindiennes, on a encore cette magie qui est présente et qui permet de se transformer en animaux. Ça, on y viendra justement par le biais de certaines théories dont on va parler tout à l'heure. Et après, il y a une autre légende grecque aussi qui est vraiment super intéressante et qui, pour le coup, me rappelle un peu les écrits de Bragi, où là, c'est un homme qui était choisi au sein d'un clan. Alors, j'ai plus en tête le nom du clan. Et en fait, cet homme devait traverser un marais à la nage et en arrivant sur l'autre rive, en fait, il était changé en loup. Et là, il devait passer 9 ans à survivre en fait parmi les loups avec des animaux donc qui étaient devenus qui étaient de la même espèce que lui. Et s'il arrivait à survivre en fait pendant 9 ans, il avait le droit de pouvoir retraverser à nouveau les eaux et de retrouver sa forme humaine. Donc là, c'est Ouais, intéressant parce qu'on a la l'eau, présence de l'eau. Mmh. de l'eau, et vous allez voir que la présence de l'eau, Elle elle est est très, très, liée au loup-garou. On va y venir. exactement. Mmh, mmh, mmh. Ouais. Et puis après, on va avoir évidemment, alors tu as dû le voir, hein, Marco Polo qui avait aussi écrit dans un de ses récits de voyage, il avait décrit donc une tribu d'hommes à tête de chiens qui vivaient sur une petite île et qui voilà, qui vivaient en commerçant des épices et autres. Donc ça aussi c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut le prendre au premier degré en se disant bon, est-ce que c'est vraiment une tête de chien ou est-ce que c'est simplement parce qu'ils étaient pas habitués à voir des gens peut-être avec un faciès, un physique différent du leur et que du coup Qui leur rappelait le chien et peut-être que voilà. mmh Peut-être mh, mmh. je sais pas, par des oreilles ou peut-être qu'ils avaient tu vois, une coutume très particulière qui faisait que, par leur coupe de cheveux, par la façon dont ils se maquillaient, je sais pas trop. Et puis, plus proche de nous, il y a eu dans la religion chrétienne, Saint Christophe, saint patron des voyageurs, qui était représenté avec une tête de canidé. Donc il est dit qu'effectivement c'était une façon de représenter les hommes qui sortaient du droit chemin, vivaient dans le péché et se comportaient comme des animaux, et qu'auprès de Jésus-Christ, en fait, on réussit à revenir dans le droit chemin et à redevenir humain. Aujourd'hui, il est représenté avec une tête d'homme normal. C'est très intéressant aussi de voir que, eh ben, au gré de l'histoire, comme ça, on a ces histoires d'hommes-chiens qui reviennent très régulièrement. Parce que si on regarde un petit peu l'historique des apparitions de Dogman, donc on en a une première en 1887, comté de Wexford, dans le Michigan. Donc là, c'est deux bûcherons qui aperçoivent une créature à tête de canidé sur un corps d'homme. Alors, tu vois, moi, là, sur ce premier témoignage, 1887, on est encore, tu vois, sur des colonies, des gens qui arrivent d'Europe avec certaines comment dire, certaines croyances, hein, par exemple la croyance au loup-garou. Est-ce qu'en arrivant là-bas, ils aperçoivent pas, par exemple, tu vois, un ours atteint d'une maladie, tu vois, on sait qu'il y a certaines maladies où les ours perdent leur poil, un ours un peu amaigri qui du coup, bah eux, en voyant ça, s'imaginent immédiatement que c'est une sorte de loup-garou. Parce que c'est vrai qu'un ours, en fait, tu lui enlèves les poils, il y a un côté un peu canidé, tu sais, dans Oui, le, avec un museau, un voilà, peu avec le allongé. museau, bon, on peut imaginer quelque chose. Et c'est vrai que tu vois, sur ça,
on pourrait quand même se poser la question, est-ce qu'au final, c'était pas une vision de peur qu'ils ont eue sur le moment, mais qu'au final, ça pouvait très bien s'expliquer de façon très rationnelle. Oui, oui. Alors pour l'époque, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'il y a eu une mauvaise interprétation de ce qu'ils ont vu et par rapport à leur folklore, et leur tradition, peut-être qu'ils ont, oui, ils ont comparé ça à un Mmh. dogman, mais on a quand même des témoignages, plus récents. Les personnes ont eu la «chance», entre guillemets, si on peut appeler ça une chance, de de pouvoir vraiment, voir cet animal pendant un certain temps et pouvoir le décrire, hein, précisément, de la tête aux pieds. Et là, Mmh. on se rend compte que non, il y a pas c'est pas une mauvaise interprétation, c'est pas un ours, voilà, les ou un sanglier ou je ne sais, ou un singe qui se serait échappé d'un zoo. La manière dont ils décrivent, on n'a pas parlé, c'est aussi la couleur des yeux. Oui. Oui, oui. Parce qu'il y a des témoins qui disent, bon parfois ils vont croiser l'animal au volant de leur voiture, alors les phares peuvent se refléter dans les yeux, ils voient deux gros yeux jaunes, et c'est comme si que la lumière venait de l'intérieur des yeux. En fait, Mmh. c'était les yeux qui étaient, illuminés de l'intérieur. Parfois jaune, parfois rouge, parfois ambre, Ouais, les yeux, oui, c'est quelque chose qui revient, ouais, très souvent dans les mmh mh. témoignages. Et donc après 1887, on a un autre témoignage, 1938, là, c'est Robert Fortney. Alors ça, c'est intéressant, ce témoignage-là. Alors lui, il est en train de pêcher, il est attaqué par 5 chiens sauvages, tu vois. Et donc il prend son fusil, il essaie de les faire partir, donc il tire un coup en l'air et les chiens s'échappent. Sauf qu'en fait, sur les 5, il y en a un qui reste un petit peu en arrière, qui le regarde. Et là, tu vois, lui, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Donc il retire un coup de fusil, et là, le chien se lève sur ses pattes, regarde l'homme avec un espèce de petit sourire, genre tu m'as vu, tu vois. Et là, en Mmh. fait, la bête s'en va et puis disparaît dans la nature. Et ce témoignage-là, il est quand même vraiment très intéressant parce qu'on a la créature marchant sur deux pattes à nouveau. Et Oui, pour le coup, bah, c'est un chien. Et c'est ça qui est intéressant là, c'est qu'en fait, c'est un groupe de chiens, une meute. une meute, mais l'un des chiens va se lever sur deux pattes. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur un chien bodybuildé, un loup bodybuildé à corps humain, tu vois. Un peu incompréhensible parce qu'à aucun moment le loup ne pourrait évoluer pour pouvoir fonctionner sur deux pattes. Je veux dire, à aucun moment ça va l'aider dans sa chasse ou dans, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mmh. Je veux dire, je comprends pas pourquoi il aurait évolué de cette façon, mais bon. Ou la faculté de grimper aux arbres, peut-être que, voilà, il aurait développé, des aptitudes physiques qui feraient que, oui, il se lève Hmm. sur ses pattes arrière, pour, c'est pas Ouais. Ou inintéressant non alors, plus. Mmh. bah, c'est pas inintéressant parce qu'on peut imaginer par exemple qu'un loup, comment dire, modifie son comportement face peut-être à un environnement, tu sais, dans lequel il évolue, qu'il ait le besoin de se lever sur deux pattes peut-être pour regarder plus loin. Bah, là, ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est qu'on est sur 5 loups, donc pour lui, ce sont des loups. Donc il y en a aucun qui est énorme comme un dogman, tu vois, comme on le voit aujourd'hui. Et donc Mmh ce mh. loup va se lever sur deux pattes. Bon, après Ça donc me fait penser, 1930. ouais, excuse-moi, ça me fait penser au film Twilight. Ces vampires, face, aux loups-garous, mais en fait, lorsqu'ils se transforment en juste énormes loups, quoi. Tu vois, Hmm. des loups, qui font, 1,50 m au garrot, quoi. Ouais, bah, c'est marrant parce que du coup, j'ai un entretien qui arrive très bientôt avec un dresseur de loups, en fait, qui était sur le tournage du Pacte des loups et tout ça. Mmh Et lui, il m'explique, à un moment donné, bon, bah, dans notre entretien, on parlait justement de loups-garous. Il me disait, au Moyen-Âge, il ne faut pas croire qu'en fait, les gens croyaient aux loups-garous comme une chose marchant sur deux pattes, comme un homme. En fait, non, il me disait, le loup-garou, c'était un homme capable de se transformer en loup. Et c'était un vrai loup. Oui, C'était pas un loup-garou comme on le voit dans voilà. les films. C'est le cinéma qui a apporté Oui, cette oui. vision du loup-garou. Mais à la base, c'était juste un homme qui se transformait en un loup classique, Un quoi. un gros loup, quoi, Mmh. comme les films Twilight. Mmh mh. Voilà, et c'est intéressant du Et coup, en ça fait plus, plaisir. dans Twilight, il y a ce petit clin d'œil et ils sont tous, indiens, ceux qui se Ah oui, en transforment plus, donc en tu vois? voilà. Et alors après, on a 1961, là, on a un gardien de nuit qui est en train de garder une usine, en fait, et il est tout seul là-bas, et puis il va commencer à entendre du bruit. Et en fait, il va voir la créature. Et là, on a la fameuse photo du Dogman sous un lampadaire que je vais diffuser là. Et en fait, cette photo va traîner pendant des années pour finalement, voilà, être complètement débunkée. Et ça s'avérera être un gros fake, hein, cette photo. Mais beaucoup y ont cru pendant un moment. Et c'est vrai qu'on voit une sorte de Dogman, d'humanoïde à tête de chien sous un lampadaire. C'est vrai que la photo est vraiment très bien, mais bon voilà, ça a été débunké. Et quand on voit la vidéo du débunkage que je mettrai en lien dans la description, il n'y a pas photo. C'est le cas de le dire. C'est clair. C'est un montage.
1987, on a Steve Cook, qui est donc DJ pour une station de radio de Traverse City, en fait, dans le Michigan, et qui va créer une chanson qui s'appelle The Legend, chanson qui va sortir, en fait, comme farce pour le 1er avril. C'est-à-dire que la chanson est vraiment destinée à, à faire une blague, en fait, aux auditeurs. Et cette histoire, il va la baser, en fait, quand même, malgré tout, sur des choses qu'il a entendues à droite, à gauche. Et donc, cette histoire qui est assez particulière d'un homme qui se serait retrouvé dans sa cabane en plein milieu des bois. Et la nuit, en fait, il va entendre quelque chose gratter, quelque chose qui veut entrer. Et donc, la porte est fermée, heureusement pour lui. Mais au matin, il va retrouver des griffures, en fait, qui sont, mais je crois, à une hauteur, mais qui est totalement improbable pour un animal d'aller griffer si haut. Et sur le devant de sa cabane, il va retrouver des traces de loup. Et donc, c'est à partir de là que lui va créer cette chanson qui s'appelle The Legend. Et il va se baser sur différentes histoires, dont celle-ci. Et à partir du moment où cette chanson est diffusée, il va recevoir énormément d'appels de gens qui vont justement lui dire « Mais moi, cette créature, je l'ai vue. Elle existe. » Et le nom Dogman, en fait, il apparaît avec cette chanson. Avant ça, on est sur le Man-Wolf, l'homme-loup, le werewolf, mais on n'est pas encore sur le Dogman. Le Dogman, il arrive à ce moment-là, avec cette chanson. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que, comme tu le dis, soit ça a délié les langues, en fait, et les gens se sont dit « Ah ben, quelqu'un parle de ça. » Et moi, je l'ai vu, en fait, cette créature des années avant. Et bon, ben, j'appelle la personne qui a créé cette... Je vais je vais me lâcher, je vais enfin me livrer, me confier. Me livrer, c'est ça, voilà. Et c'est vrai qu'à partir de là, lui-même sera très surpris, Steve Cook, en se disant « Mais voilà, j'ai énormément d'appels de gens qui disent que cette créature, elle existe réellement. » Alors, est-ce qu'on n'a pas un effet, là, peut-être un petit peu d'hystérie de masse, où les gens se sont dit « Bah écoute, cette chanson, elle est basée sur des histoires vraies, sur des histoires vraies, sur des légendes qui circulent peut-être dans le coin du Wisconsin, et puis du coup, ça a créé, tu sais, une espèce d'effet de masse, comme ça, d'hystérie de masse, où les gens se sont dit « Ah, moi, je l'ai vu, alors qu'en fait, ça se trouve, ils croiser des animaux tout à fait Ouais, je banals. pense que tu peux avoir comme tu le dis, cet effet de masse, hein, où voilà. Mais je pense qu'il faut, il faut savoir raison garder et se dire: «Bon, bah, parmi tous ces témoignages», alors il y en a peut-être, je sais pas, hein, je parle de chiffres comme ça au pif, mais il y en a peut-être, allez, la moitié c'est une mauvaise interprétation. Peut-être qu'ils ont vu un animal vite fait, furtivement, ils l'ont pris pour autre chose. Tu peux avoir aussi une part dans ces témoignages de mythos, hein, de gens qui vont faire les intéressants, vont dire: «Ah oui, moi je l'ai vu», mais en fait, il y a rien de vrai dans tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi une part, peut-être minime, mais de gens qui sont très sincères, qui se disent: «Non, moi je suis sûr de ce que j'ai vu. C'est, voilà, j'ai vu une créature que je qu'on ne connaît pas». Tu vois, c'est comme les apparitions d'OVNI, on revient toujours au même, hein, voilà, il y a des gens, c'est des mauvaises interprétations, il y a des gens, c'est des inventions, et puis il y a une partie de gens, c'est des témoignages, qu'il faut prendre très au sérieux. Parce que 1987, donc la chanson passe à la radio, et 1989, c'est là qu'on a la première apparition de la bête de Bray Road, en fait, par Laurie Endrizzi, qui, elle, voilà, va voir sur la route de Bray Road cette créature, donc ce Dogman terrifiant. Et à partir de là, en fait, tout s'enchaîne, hein, parce que 1999, c'est Dory Gibson qui va aussi voir la créature de Bray Road. On a l'impression que ça devient un peu... Tu sais, ça s'est matérialisé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Steve Cook sort sa chanson, c'est comme si la chose se matérialisait et tout le monde se mettait à la voir. Alors, est-ce que après, les gens n'ont pas entendu ça, se sont dit « Ah, mais attends, il nous sort cette histoire de créature dans le Wisconsin », et puis tu te balades, voilà, tu es en voiture de nuit, tu croises, je dis n'importe quoi, mais un sanglier, puis d'un coup, dans ta tête, tu dis « Ah, c'est un Dogman », c'est parce que tu l'as vu furtivement, et peut-être que les yeux se sont reflétés, ça a créé quelque chose qui était un petit peu, sur le coup, étrange. Ouais, étrange. Est-ce qu'on peut pas, au final, sur cette histoire de Dogman, lui trouver une possibilité d'exister, parce qu'en fait, ce ne serait que la résultance d'une espèce d'hystérie? Parce que tu vois, moi, quand je relis John Keel, La prophétie des ombres, j'ai vraiment l'impression que c'est une hystérie de masse. C'est-à-dire qu'on leur parle, les gens, on leur montre en permanence des films de science-fiction, les petits hommes verts, c'est dans la littérature, c'est dans le cinéma. En fait, ça crée un tout, tu vois, où t'as l'impression qu'en fait, d'un coup, ça déborde sur la réalité, tu vois. Et ça peut matérialiser la chose. On crée cet égrégore de cette possibilité que cette créature existe, et on la crée nous-mêmes. Et là, tu vas nous en parler un petit peu, Jérôme, parce que ça fait écho effectivement à ce dont a parlé Braji Belovac, donc dans son livre Bigfoot, Dogman entre matérialité et immatérialité.
Mmh mh. Et dans ce livre-là, en fait, voilà, il nous sort une théorie qui est vraiment très intéressante et qu'en plus on peut relier aussi aux Amérindiens, puisque les Amérindiens, eux, pensaient que c'était des créatures qui pouvaient voyager entre les dimensions. Souvent, en fait, ces créatures-là pouvaient également être très proches d'endroits sacrés, hein, pour les Indiens, endroits Oui, sacrés qui étaient souvent aussi près de lacs ou de rivières. Donc, on a à de nouveau points d'eau. l'eau, de Mmh. points d'eau. Et là, en fait, Bragi, ben, raconte-nous un petit peu sa théorie, Oui. ce qu'il Bon, je vous développe. invite à voir la vidéo que j'ai fait avec Bragi sur Horus, où on a développé un petit peu plus en détail, sa théorie que je trouve extrêmement intéressante. Donc comme tu le dis, ce seraient des êtres, d'une autre dimension et en fait, Bragi a fait ce lien pendant pas mal de temps. Il avait bossé, dans des forêts avec un géobiologue, je crois. Ils étudiaient en fait la nature des sols et justement Bragi a eu, cet éclair de génie de reprendre un petit peu, je dirais des calques avec, nature de sol, selon lui qui aurait toutes les caractéristiques pour, sous certaines conditions, on va dire ouvrir ses portes dimensionnelles et justement qui ouvrirait, la porte à des apparitions de Bigfoot, de Dogman ou aussi d'OVNI et il a fait ce calque, hein, il a repris par exemple la carte, des États-Unis et justement, toutes les apparitions de Dogman qui avaient été recensées aux États-Unis, toutes les apparitions de Bigfoot et aussi, dans un troisième temps, les apparitions d'OVNI et lorsqu'on fait le calque avec la composition des sols et ben, on voit que ça match. Et je trouve Mmh. que c'est très intéressant. On a la présence d'une certaine roche. Je sais que Bragi préfère que on ne va pas spoiler cette pierre philosophale. La présence d'eau aussi. Et moi, ça fait vraiment écho avec mes recherches parce que moi, j'ai constaté, et tu l'as dit, les plus grands lieux sacrés de la planète. Eh bien, on retrouve toutes ces caractéristiques, la présence de cette roche, la présence de l'eau et puis on est sur des points, je dirais, des failles telluriques, des croisements, énergétiques, ce qu'on appelle les lignes de lait et cetera. Donc moi j'ai vraiment, vraiment bien aimé cette, théorie et là où, ça me va bien, c'est que ça explique pourquoi on ne retrouverait jamais de traces, ni on n'a jamais réussi à les capturer, ni de cadavres ou de squelettes, et cetera. Puisque s'ils passent d'une dimension à une autre, évidemment, à un moment donné, ils repartent dans leur dimension et puis bah là, terminé, on les voit plus. Et effectivement, ce qui rejoint aussi, donc comme je le disais, ces histoires des Amérindiens en fait, Oui. hein, dans lequel c'est eux, ils voyaient, pour eux, le Bigfoot et autres pouvaient être des créatures qui voyageaient entre les mondes. Et Mmh. ça colle aussi avec, l'histoire du Skinwalker Ranch, puisque les propriétaires de ce lieu disaient que bon, ils voyaient aussi bien, ils ont vu un espèce de loup gigantesque, hein, Mmh. mais aussi des ovnis et il y a même eu un témoignage, il voyait une espèce de voilà, comme un cercle dans le ciel, une porte qui s'ouvrait, Mmh. Ouais, donc une sorte de portail en fait de portail. Mmh mh. qui amènerait sur notre monde, Et il y a effectivement. aussi, ce paramètre effet colline, puisque et ça, moi, je l'ai développé dans une petite capsule que j'ai mis sur ma chaîne. Mmh mh. Ce fameux effet colline, ce qu'on appelle un anticlinal, qui justement génère des anomalies électromagnétiques. Donc lorsque, tu commences à reprendre toutes ces pièces de puzzle, le lieu, cet effet colline, zone d'anomalie d'anomalies électromagnétiques qui est présente sur ces lieux. Le fait que les anciens connaissaient ces lieux puisqu'ils avaient construit des sites sacrés. On retrouve Mmh. la présence de l'eau. En plus, on voit qu'ils ont manipulé des roches de plusieurs tonnes, parfois même centaines de tonnes. On se demande bien pourquoi, pour les implanter sur ces lieux bien précis. Est-ce que justement nos anciens ne connaissaient pas tout ça parfaitement et arrivaient à recréer ces portails? C'est une théorie qui est très intéressante aussi et qui explique, comme tu le dis, pas mal de choses, hein, et notamment le fait qu'on ne retrouve jamais ces animaux, qu'on ne peut pas les capturer puisque, voilà, ils ont la possibilité de pouvoir, partir et s'échapper de notre monde. Switcher dans Mais notre monde alors et repartir. mais alors pourquoi ils viendraient dans notre monde? Là, quel est Alors, l'intérêt, quel est le but pour eux? est-ce que, justement, cette ouverture de portail ne se fait pas accidentellement? Mmh mh. Il y a pas vraiment d'intention de leur part de venir dans notre monde. Le portail s'ouvre, hop, ils arrivent dans notre monde, bon, ils en profitent, ils se font un petit resto, ils mangent une charogne sur le bord de la route et puis ils repartent. Pourquoi pas? Mais, justement, je tiens à faire ce lien avec, Lionel Camille que que j'apprécie. Je suis assez assidu de toutes ces vidéos sur ces disparitions mystérieuses et très souvent, hein, il y a eu des disparitions mystérieuses. Notamment, ça s'est passé en Malaisie, cet enfant qui a disparu pendant 5 Mmh. jours,
il était à proximité d'une cascade, je crois, ou d'un point d'eau. Et il Mmh. s'est retrouvé, voilà, en état de transe, en fait, il a disparu pendant 5 jours. Il est réapparu au même endroit que tout le monde cherchait, quoi. Voilà, alors qu'ils avaient, déployé je ne sais combien de personnes pour ratisser, le lieu, enfin, le lieu de sa disparition. Personne n'a rien retrouvé. 5 jours après, le gamin est réapparu. Comme Ouais, si comme cet s'il a enfant avait été, aspiré dans ce monde parallèle, et est réapparu 5 jours après. Ben, on peut essayer de faire le lien, à l'inverse. Bon, bah, ces créatures viennent d'un monde parallèle où ils se retrouvent dans notre monde pendant quelques heures, peut-être quelques jours, et repartent. alors c'est marrant parce que ça me rappelle, le documentaire Missing 411 que tu as dû voir peut-être? Oui, Et là, c'est pareil avec des gens qui disparaissent de façon, absolument inexpliquée, oui, souvent près de points d'eau. C'est ça qui est près très de points d'eau. intéressant aussi, Mmh. où là, on a carrément des histoires où une famille est en pleine randonnée avec leur gamin, qui est, juste à 1 mètre derrière eux et le gamin va disparaître et ils ne le retrouveront jamais et dans un des témoignages, il y a en fait, pendant les recherches, la police, donc interroge des gens qui étaient aussi sur le même chemin et disent avoir vu un gamin, mais qui était, de l'autre côté de la rive, en fait, en haut d'une falaise. Le truc était absolument improbable. Un Tu aurais gamin, jamais de pu monter n'aurait là-haut, jamais tout pu faire seul. ça et le gamin ne sera jamais retrouvé et c'est vrai que moi, ce documentaire Missing 411, je vous conseille vraiment de le regarder. Il y a aussi des livres, mais qui sont assez difficiles à avoir, mais le documentaire était effrayant. C'est-à-dire que les gens disparaissent en un claquement de doigts et on ne les retrouve pas. Ou alors, C'est on ça. va retrouver, une paire de chaussures, leur sac, bien posé, mais alors le corps a totalement disparu. Voire même à un moment donné, c'est carrément les vêtements qui sont retrouvés comme si la personne avait, son pantalon, sa chemise qui était tombé droit comme ça en fait, sur le sol Oui, et que le comme si corps s'était, le corps dématérialisé. physique, se dématérialise et les vêtements foutent. Mmh. Exactement et ça, je trouve ça assez hallucinant et en écoutant justement l'auteur de ces livres, il avait raconté l'histoire d'un randonneur qui lui donc était, en pleine balade et va voir d'un coup devant lui une sorte d'effet un petit peu, tu sais, à la Stargate, tu vois? C'est cet effet comme ça de miroir, tu sais? Tu as l'impression qu'il y a une sorte de portail en fait Le face à toi portail. Mmh. et en fait, il va s'en approcher et il va voir qu'il a la possibilité de pouvoir mettre son pied à travers et là, en fait, il va avoir peur, voilà, il va le contourner et puis s'échapper. Mais voilà, il raconte bien qu'il y avait, s'il avait pu, il aurait pu passer au travers de ce portail. Alors, est-ce que ces gens qui disparaissent ne sont pas happés par un portail qui est ouvert? Alors, de quelle façon? Je ne sais pas. Est-ce que ça apparaît comme ça de manière totalement aléatoire ou est-ce que ces gens sont ciblés en fait? Alors, soit, je sais pas, par le gouvernement qui fait des expériences sur ces ouvertures de portails vers un autre monde, ou des créatures d'un autre monde qui ouvrirait ces portails pour nous capturer des gens. Enfin, je sais pas, c'est très Mmh. particulier, hein. Mais Non, moi, non, j'ai mais trouvé que c'était effrayant, vraiment oui, effrayant. il y a plein de cas de disparition qui nous laissent perplexes, quoi. Je me rappelle encore une histoire de Lionel Camille, cette ado, je crois qu'elle était, anglaise, hein, et elle était partie avec ses parents. Si je dis pas de bêtises, c'était Indonésie ou Thaïlande, je ne sais plus, dans un petit complexe hôtelier et puis la jeune fille, en pleine nuit, avait disparu. Mmh. Et ils ont déployé, d'importants moyens de recherche, ils ont ratissé mais large, large, tout autour du complexe hôtelier et je crois que c'est 3 jours après, ils ont retrouvé la jeune fille, malheureusement décédée, mais au bord d'une cascade, d'un point d'eau Mmh. et alors que les sauveteurs avaient ratissé tout ce coin-là, et les jours d'avant et ils ne l'avaient pas vue. Comme si elle réapparaissait, donc oui, moi je pense il faut pas balayer d'un revers de la main cette histoire de monde parallèle. Je pense qu'on est très, très loin de connaître sur le bout des doigts le monde réel dans lequel nous vivons. Peut-être que celui-ci fait partie de d'autres mondes, ce qu'on appelle les mondes invisibles qui sont parallèles aux nôtres et puis, bah, sous certaines conditions, alors, j'en avais parlé avec, Bragi, est-ce que ça peut être volontaire comme on l'a expliqué, faire des incantations, un culte bien précis pour ouvrir ce portail? Ou ce portail s'ouvre, je dirais, accidentellement et donc nous humains, on peut être happés, dans ces mondes parallèles ou vice versa, bah, ces créatures, alors ces mondes parallèles, voilà, est-ce que ce sont des mondes parallèles, par rapport au temps? Parce que tu vois, je reprends toujours cet exemple, ces 2 Anglaises qui se baladaient dans Versailles Oui. et puis, se retrouvent, projetés, 200-300 ans en arrière, enfin je ne sais plus à quelle époque. Ils étaient vraiment, à Versailles, à l'époque, voilà, je ne sais plus à quel moment, je crois Ouais, ouais, qu'ils avaient c'est comme réussi si à c'est
Ouais, c'était limite la cour du roi, quoi, le Ouais, truc un c'est peu ça, à avec les l'ancienne. gens en habits de l'époque, Mmh. puis pouf, ils sont revenus à la réalité, et en Ouais, plus comme là, si ils d'un étaient coup il y avait un voilà, ils avaient passé les comme 2 tu dis ce mondes en portail fait quoi. C'est se ouais, se voilà, se chevauchent et clac, sous on ne sait quelles conditions, bah, paf, on passe de l'autre côté. alors il y a aussi une chose que je voulais aborder en parlant de ces, de ces sources d'eau, hein, de ces points d'eau. Oui, Il y a la tribu, Winnebago, hein, qui eux croient aussi que le Bigfoot, et bon donc du coup le Dogman sont des êtres de l'Antiquité, donc des êtres vraiment très anciens, capables de voyager entre les dimensions, donc ça revient à ce qu'on disait, mais qu'elles ont besoin de nourriture pour maintenir leur énergie dans notre monde. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont chez nous, bah, il faut qu'elles se nourrissent eh pour oui. pouvoir vivre ici et après regagnent en fait leur propre monde par le biais de portails qui se trouvent dans des sources d'eau naturelles. Donc ça Oui. c'est intéressant aussi. Mmh Parce que mh. du coup, on en revient encore à l'eau et c'est vrai que Bragi a réussi à Mais oui, reprendre moi tout c'est ça et à créer quelque chose qui tient la route. et moi j'ai ça m'a vraiment plu sa théorie parce que, bah, ça fait vraiment écho, à mes propres recherches, hein, moi je me suis toujours posé cette question: «Pourquoi, les anciens sites sacrés ont il y a toujours cette présence d'eau sur ces anciens sites, mais pas d'une manière, on voit que l'eau était utilisée, on ne sait pourquoi, pas pour boire ou, hein, on se dit il y avait une utilisation de l'eau et puis la présence de ces roches aussi, bien spécifiques, et moi ça a fait écho, quoi. Mais tu vois, ces histoires de fenêtres qui s'ouvriraient sur notre monde, etc., ça me rappelle aussi beaucoup le livre des ombres de John Keel. Hein. La prophétie des ombres, pardon, de John Keel. La prophétie des ombres. Mmh. Il en parle beaucoup, John Keel, dans ce bouquin, justement de ces fenêtres qui s'ouvriraient sur notre monde, et c'est par ce biais-là que serait passé le Mothman et toutes ces Exactement. autres choses. Ouais. Mmh Donc mh. encore une fois, ces histoires de fenêtres, ouais. De portails, oui, de vortex, je sais pas comment on peut les appeler, de ces fenêtres spatio-temporelles. Mmh. Mmh. Moi, je trouve ça très intéressant et bah, on peut rebondir justement sur la théorie aussi de Lionel Camus, par rapport au livre qu'il vient de sortir, où, je dirais on est un petit peu dans le même contexte, mais lui, je crois qu'il qualifie plus, ces créatures d'êtres de la nature. Alors, je crois qu'il prend en compte le fait que les témoins, soit étaient armés, soit, il y avait une histoire, cette histoire de justement d'appartenance, aux témoins, le fait qu'ils soient dans une famille de chasseurs ou de policiers ou des gens qui ont toujours eu des armes sur eux et puis ces créatures leur apparaîtraient, à eux, seulement à eux. Alors Ouais, ou alors d'avoir, dans leur famille, une personne qui est plus ou moins médium ou qui a des aussi, voilà, avec capacités un petit c'est peu, voilà, il lie mmh. ces 2 choses. Je trouve que c'est pas inintéressant. Alors c'est intéressant et puis c'est surtout qu'en plus il développe l'idée que le loup-garou, le mythe du loup-garou qui est donc très ancré quand même, du côté de l'Allemagne et tous ces endroits-là, aurait pu voyager également avec les colons à l'époque et que ça aurait pu alors je sais pas, je sais plus exactement comment il emmène ça, mais c'est qu'en gros, ces histoires-là auraient pu se retrouver, se condenser en fait à certains endroits et se matérialiser. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la forme pensée. C'est-à-dire que tous ces gens qui croient à ces créatures-là auraient pu matérialiser ensemble en fait cette chose. Par un Et c'est vrai que égrégore, quand on regarde le Wisconsin a été beaucoup colonisé en fait à la base colonisé. par, Mmh. par des gens De des ces régions, Européens de ces où il y avait régions-là, déjà ouais. cette légende. Ouais, donc c'est un sujet passionnant et énigmatique. On n'a pas de réponse. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse, donc c'est intéressant de faire cette émission avec toi, Damien, et d'aborder, toutes ces théories, diverses, et variées sur l'origine de cette créature. Parce qu'aujourd'hui, tant que, on n'en aura pas capturé une, malheureusement, Bah, je c'est pense que ça. la pauvre bête, si on la capture, elle va finir sur une table d'opération, on va la disséquer dans tous les coins pour savoir, de quoi elle est faite et comment elle est faite. Mais oui, voilà, tant qu'on n'a pas de preuves tangibles que c'est en effet un animal de chair et d'os, qu'on catalogue dans la crypto et qui nous a échappé des Oui, natures. alors c'est très particulier. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jérôme, de ça? Est-ce que c'est possible pour toi? Alors, je ne rejette rien, c'est possible. Moi, ce qui me dérange beaucoup par rapport à cette hypothèse, par rapport à la cryptozoologie, hein, ce qu'on appelle la cryptozoologie, qu'on ait des témoignages de personnes qui auraient aperçu cette créature dans d'immenses forêts du Canada, par exemple, l'Alaska, ou d'autres continents, comme l'Amazonie, par exemple, qui sont voilà, on a des forêts gigantesques,
on en connaît peut-être que 5 ou 10. Je me dis: «Pourquoi pas?» Pourquoi pas, en effet, un animal aurait pu survivre, des siècles et des siècles sans, voilà, en passant au travers, de la biologie, actuelle et donc qui serait non recensé. Par contre, ce qui me dérange, c'est qu'on a des témoignages de partout, sur tous les continents et même en France. Moi, c'est ce qui m'a Mmh. le plus marqué. Je me dis, enfin, j'ai regardé pas mal de vidéos, de la chaîne Loup-garou France et en effet, il y a des témoignages qui sont vraiment on sent, hein, le sérieux et puis comment la franchise dans le témoignage, quoi. On sent que c'est pas des mythos qui en plus la plupart des témoignages, c'est à visage, non découvert, hein. Les gens préfèrent rester dans l'anonymat, donc ils n'ont rien à gagner à raconter des choses comme ça et on a ces apparitions de loups-garous, en France. Donc moi, si on part sur le thème de la cryptozoologie, je me dis: «C'est quand même, étrange que voilà, en France, bon, OK, on a des grandes forêts. Moi, j'en ai une, juste à côté de chez moi, la forêt de Brotonne. C'est une des plus grandes forêts de France. Apparemment, il n'y a pas eu de témoignages dans la forêt de Brotonne, mais il y a eu des témoignages dans d'autres forêts de France. On sait aujourd'hui, hein, les forêts sont, voilà, entre les chasseurs, entre, les cueilleurs de champignons, entre les gardes forestiers, entre, les bûcherons, les randonneurs, les promeneurs, je veux dire, on a fait un petit peu le tour de toutes ces forêts et on n'a jamais réussi, ni à capturer, ni, enfin un loup-garou, ni même, retrouver le corps d'un loup-garou, un cadavre ou même un squelette. Alors, ceux qui défendent cette théorie disent que bon, oui, mais ils pourraient, très bien, comment vivre dans des grottes, reculer, puis sortir, occasionnellement. Mais, bon, même les grottes sont, je dirais, sont connues, répertoriées. Il y a ceux qui font, comment on appelle ça? La spéléologie, voilà, dès qu'ils ont connaissance d'une grotte, qui a circulé, bon, tout de suite, ils vont aller l'explorer et cetera et on n'a jamais réussi à mettre la main sur, sur une de ces créatures. Depuis les siècles que ça dure, comme tu as expliqué un petit peu l'historique, de cette histoire de loup-garou, déjà, on voit que ça remonte à très, très longtemps. C'est vraiment ce qui me dérange avec cette théorie de la crypto. Je sais pas ce que tu en penses, Damien? Beh, oui, parce que cet animal, il aurait donc vécu en marge, comme tu le disais, dans les bois, capable de se cacher. Aujourd'hui, bah, l'homme est partout. On a des chasseurs partout. Comme tu le dis, on a des gardes forestiers, hein, qui sont en permanence dans la forêt. Moi, je trouve ça étrange quand même que cette créature n'ait pas été aperçue. Si vraiment c'est un animal, qui vit comme ça dans la forêt, qui est obligé de se planquer, qui en plus doit se reproduire aussi. Il y a Oui, cet eh oui. aspect-là. Donc il est pas tout seul. Il doit forcément avoir d'autres, comment dire, une meute avec lui. Oui, Il y a oui, forcément des petits. c'est ça. Il y a eu des témoignages où justement les personnes, disaient, dans la description du loup-garou qu'elles avaient, aperçu, elles disaient elle avait des mamelles, donc c'était une Mmh. femelle en fait, tu vois? Donc oui, Mmh. il y a des loups-garous, mâles, des loups-garous femelles évidemment comme tu l'expliques, il faut ils se reproduisent et etc. Il y a des petits. Bon voilà, je suis toujours, sceptique par rapport à cette thèse de la crypto. Mmh. Ah ouais, je suis d'accord, ouais, parce que moi je pense que vraiment, hein, puis surtout aux États-Unis où on voit tous ces chasseurs qui mettent des caméras partout, etc. Bon, ils l'auraient vu, je pense. Et puis il y en aurait un spécimen au moins qui aurait été tué, ou même un spécimen dont on aurait retrouvé le cadavre. C'est ça. Alors, Mmh. alors c'est vrai que Morgan, dans son livre, donc qui s'appelle Loup-garou, la vérité, il l'explique, hein. C'est vrai que les cadavres d'animaux, on n'en retrouve pas si facilement. Quand on retrouve pas, C'est en vrai, se promenant, c'est on vrai. retrouve pas forcément un chevreuil mort ou un cerf mort dans les régions où il y a des cerfs. C'est vrai que ça a tendance à être vite attrapé par un charognard ou toi éliminé en fait. Mmh mh, mmh. Mais quand même, je veux dire, depuis tant de temps, on aurait au moins retrouvé peut-être un crâne quelque part, un os étrange quelque part. Et il vivait dans des cavernes, comme tu le dis, tous les spéléologues auraient pu trouver aussi un reste de dogman mort quelque part par là. Très Et étrange, ouais. et puis, aujourd'hui, on a que des témoignages. On n'a pas de photos, on n'a pas de vidéos. Enfin bon, il y en a quelques-unes qui circulent, mais c'est comme les ovnis, c'est jamais bien net. Ouais, voilà. Alors c'est ça aussi qui est assez perturbant, effectivement, c'est qu'on est exactement comme tu le dis, c'est exactement pareil que les ovnis. C'est-à-dire qu'il y a eu C'est une ça. période où les ovnis, tout le monde en voyait. Alors moi, quand je lis les témoignages que John Keel a recueillis en fait dans son livre La prophétie des ombres, Mmh mh. en fait, il te raconte des histoires complètement
dingues où des mecs sont en voiture, ils roulent de nuit, il y a un vaisseau spatial qui est posé là sur le milieu de la route, ils peuvent en sortir, en faire le tour, le toucher. Aujourd'hui, en fait, t'as même plus ce genre de témoignage, tu vois. Parce C'est vrai, c'est qu'évidemment, vrai. on a tous des appareils photo dans la poche et que bah c'est un peu délicat, tu vois, de dire ah bah Oui, oui j'ai vu ça mais non j'avais rien dans les poches, j'ai pas pu prendre de photos, tu vois, c'est alors après, par rapport aux témoins, qui aperçoivent, des dogman ou des loups-garous, je me mets à leur place. C'est sûr que, et ça a été souvent dit, hein, mets-toi à leur place Damien, hein. Tu te balades dans la forêt, tu tombes nez à nez avec une créature comme ça. Je pense que le premier réflexe, c'est pas de dire: «Attends, bouge pas, bouge pas, je sors mon appareil, mon iPhone et je te prends en vidéo ou en photo». Non, la première réaction, c'est: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Pour les gens qui ne connaissent pas, déjà, ils sont: «Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi?» Et à un moment donné, ils doivent être pris d'une frousse. Je prends mes jambes à mon cou et la seule chose qui compte, c'est je m'en vais, quoi, parce que je vais me faire bouffer, quoi. Donc t'as pas le alors c'est voilà, Oui, je alors là, c'est vrai que je suis d'accord, hein, tu pris par surprise, en même temps, t'es tétanisé parce que tu vois un truc qui, que en tu plus, comprends voilà, il pas, a pas ouais, puis il a pas une allure, sympathique, t'as pas envie de le non, caresser, tu tu vois? pas c'est pas un bisounours, quoi. T'as pas envie de Donc forcément, oui, d'aller t'es un lui peu faire un câlin, tétanisé, quoi. Mmh. t'as un peu peur. Mais moi, tu vois, ce qui me dérange parfois quand j'écoute certains témoignages, c'est que j'ai l'impression que les gens ont vraiment le temps de le voir. Et à ce moment-là, OK, passer la peur, en fait, des débuts, quand tu entends certains témoignages où tu as une femme qui dit le suivre dans la rue, l'observer, etc., tu dis, bah, à ce moment-là, là, tu as le temps de sortir ton téléphone. Si tu es capable de le suivre des yeux pendant autant de temps, bon, ben, l'aspect, comment dire, sidération, il est dissipé, Oui, tu vois. c'est ça et Et tu reprends un malgré peu tout, on tes n'a rien. esprits et tu dis: «Oui, il faut que je capture le truc, enfin C'est ça. que j'ai une preuve quoi sinon on va jamais me croire» et c'est vrai qu'il y en a certains l'apparition dure pas mal de temps et Oui, comme tu le alors, dis, une fois cette sidération passée, oui, on dégaine le portable quoi et oui, parce que certains témoignages, effectivement, c'est très bref. C'est-à-dire qu'en fait, ça va durer quelques secondes où ils vont apercevoir cette créature et effectivement, bah, là, tu pris de terreur, tu sors pas ton téléphone et puis la créature disparaît. Mais d'autres où j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus long, ils ont le temps de le suivre, de l'observer et là, enfin, moi, j'aurais sorti mon téléphone parce qu'évidemment, tu as envie d'en prendre une photo pour pouvoir le montrer. le Enfin, ça me scoop, paraît un tu peu évident. as le scoop du siècle. Bah, surtout qu'aujourd'hui, en fait, tu t'aperçois que les gens sortent le téléphone sur tout et n'importe quoi. Le moindre Oui, truc, c'est tu as une ça, ouais. vidéo sur internet, tu vois? Donc, bon. Alors effectivement, la théorie du cryptide, moi, j'ai beaucoup de mal à y Je la mets croire. pas de côté, je me dis: «Peut-être». Bon, apparemment, en plus, les témoins, hein, ils le disent, hein, lorsqu'ils croisent le regard de cette créature, ils ressentent qu'elle est très intelligente. Il y Mmh. a il y a un petit côté, tu sais, de cet échange dans le regard de supériorité, de dire, «Tu vois, moi, je reste là, mais je peux te bouffer en 2 secondes». Enfin, très souvent, les Mmh. témoins, ils ont l'impression que la bête leur, tu un petit peu télépathiquement dire, voilà: «Tu m'as vu, je suis supérieur à toi, donc maintenant tu t'en vas». Donc apparemment, elle est extrêmement intelligente cette créature. Donc si elle craint l'homme, et de par cette intelligence, peut-être que oui, en effet, elle a su, déjouer, tous les pièges, tous les voilà, peut-être qu'elle sent l'homme à 2 kilomètres à la ronde et elle fait tout pour l'éviter et on serait passé à Mmh. côté. Peut-être, voilà, je ne je Ouais, ne mais on je ne re retrouverait des traces, Jérôme. On aurait des traces de tu vois? Si bah c'est en plus, c'est un oui, loup qui en mais fait, c'est un homme loup. En fait, il est énorme, il est gigantesque, donc les traces de oui, c'est pattes, elles devraient ça, c'est pas un lapin, quoi. Je veux dire, voilà, elles tu vois, devraient qui pas fait 2 correspondre à kilomètres, quoi. quelque chose de connu. Donc on aurait eu déjà des spécialistes qui tu vois? On a plein de gens qui vont, étudier, le loup, le lynx, machin, qui partent en forêt et qui seraient tombés sur des traces de pattes qui ne correspondraient pas du tout à ce Ou qu'on même des connaît. des des déjections, pourquoi pas, hein, parce que Oui aussi, ouais, tout à fait, oui, voilà, bien sûr, ouais, ouais. mmh, Ouais, c'est très particulier, mais moi je pense, ouais, que c'est vrai, à notre époque, avec les drones, les caméras, tu sais, qu'on peut oui, placer qu'on sur peut les arbres, et installer. cetera, Mmh. surtout que beaucoup en utilisent maintenant, hein, pour observer les animaux la nuit, et cetera, on aurait déjà eu quelque chose, Ouais. ouais, très particulier. Très Mmh. particulier, cette Oh, théorie du cryptide. En tout cas, si jamais vous voulez en savoir plus, voilà, Loup-garou, la vérité de Morgan Priest et qui fait du très bon travail sur sa chaîne, je trouve, parce qu'il répertorie en fait plein de témoignages
qui, comme tu le dis, en fait, on sent que les gens, parfois, ils ont vraiment vécu quelque chose de Ah oui, traumatisant, oui. et c'est assez effrayant à écouter même, hein, parce que... Mmh. Oui, oui et puis il y a beaucoup de témoins qui disent, «Je suis super content d'avoir découvert ta chaîne parce que ça me permet de me Mmh, libérer, de parler enfin de ce truc-là qui, ça fait, des années que j'ai ça sur la conscience et que je peux en parler à personne parce qu'on me prend pour un dingue». C'est comme les on par on faisait ce lien avec les ovnis, c'est exactement le un petit peu la même chose. Tu vois, les mmh. gens, bon, si tu vois un ovni, tu vas pas aller, le raconter à tous tes collègues et tous tes amis parce que tu sais très bien que, il y en a certains qui vont te dire: «Oh là, oh!» Et c'est ça. Alors peut-être qu'aujourd'hui, bon, la parole se libère un peu plus grâce à internet, mais c'est vrai que si tu reviens dans les années 90, même début 2000, tu dis: «Ah, j'ai vu un loup-garou», tu passais un peu pour un Oui, fêlé. je pense qu'il fallait Mais mieux dire un ovni, tu vois? Un ovni encore alors c'est vrai que là, bon, tu tapes loup-garou sur internet, bon, tu vois que ça a quand même, oui, beaucoup pris les la langues poussière. les langues se délient comme on Mmh, dit. mmh. Mmh. Bon, bah, écoute, on va quitter la théorie du cryptide, de la cryptozoologie. On va partir sur la théorie de la création en laboratoire. Alors Mmh. ça aussi, c'est vrai que c'est une des théories qui revient de temps en temps. Je l'avais abordé déjà dans une de mes vidéos, où il serait possible qu'en fait ce Dogman soit le résultat d'une expérience, alors peut-être militaire, enfin en tout cas d'un laboratoire secret caché quelque part, et dont on aurait mélangé en fait des gènes humains avec des gènes d'un loup ou d'un canidé, Qualité, ce qui quelconque. aurait pu donner cette créature. Alors Jérôme, est-ce que toi tu crois que ça c'est possible? Parce que déjà cette créature, elle aurait été créée en laboratoire, mais en plus elle se serait soit échappée, soit elle aurait été relâchée intentionnellement dans nos campagnes et partout autour du monde aussi. Alors ça c'est... C'est là où c'est peu crédible. Parce que qu'on ait des apparitions de cette créature à un endroit bien précis, comme aux États-Unis, par exemple, comme je te parle des grandes forêts aux États-Unis, il y en a beaucoup. On pourrait se dire: «Oui, OK, bon, il y a que là-bas que ça existe». Peut-être que des savants fous, en manipulant, des gènes, comme tu le dis, d'humains et puis de canidés, auraient, conçu, un ou plusieurs, animal et puis les auraient relâchés ou peut-être qu'ils se seraient échappés et puis, bon, ils auraient, survécu, dans le milieu naturel. Pourquoi pas? Mais comme tu le dis, ça tient pas la route, c'est parce qu'on en a partout dans le monde. On en a partout dans le monde, et en plus, le premier témoignage de Dogman, on va y revenir un peu après, mais l'un des premiers témoignages date quand même de 1886. Mmh. Donc un humanoïde... Génétiquement, on n'était pas encore, très évolué, au Ouais, niveau je pense pas qu'on manipulation. était au point, oui. Non, on n'était pas encore au point. Non. Donc là, ça me paraît un peu gros, et même si, imaginons que des militaires aient travaillé sur une créature de cette sorte, quelle en aurait été l'utilité? Même sur un champ de bataille, je vois très mal pourquoi un Une humanoïde... armée de Dogman, Une armée de Dogman donne ma ah tête de c'est chien. ouais, ça peut être un le scénario d'un film, Alors ça pourrait être un bon scénario de film, et il me semble d'ailleurs avoir vu ça dans un épisode d'une série sur Netflix qui s'appelle, Love and Robots, un truc comme ça, je crois. Je sais pas oui, si où tu as vu ça? ça me dit rien, mais ça me rappelle un peu comment dans le Seigneur des Anneaux là, les fameuses créatures, les espèces de trolls là. Ah je cherche, Antoine me taperait sur les doigts, lui qui est un connaisseur, je me rappelle plus le nom de bon voilà, tu vois, ils Ouais. créent eux-mêmes, leur armée de trolls là, Mmh. ouais, ça pourrait être un beau scénario. Mais Ça je pense que non, ça quand on épluche un peu le truc, ça colle pas. Tu te dis: «Je vois pas l'intérêt de libérer cet animal partout sur terre», Oui, c'est ça, parce que bon, à la limite, qui ait eu une expérience dans un laboratoire, peut-être aux États-Unis, qu'un spécimen se soit échappé ou ait été libéré volontairement pour, voilà, peut-être étudier ses capacités en milieu naturel. Enfin, je sais pas, je ne sais pas déjà pour quelle raison, mais pourquoi se retrouverait-il alors partout? Parce qu'effectivement, donc on en a aux États-Unis, on en a en France, et on a des témoignages même qui arrivent d'Asie, et cetera. Donc c'est, et oui, comme tu le dis, il y a des continents, moi je pense aussi à la Russie, hein, c'est quand même mmh, un pays, gigantesque avec d'énormes forêts en Sibérie et cetera. Ça on a du mal à avoir des témoignages de là-bas, ça serait intéressant. mmh. Si quelqu'un, connaît, un témoin, russe. Mais Mmh. bon, voilà, cette théorie de la création en laboratoire,
Ah, elle reste intéressante parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même des expériences qui ont été menées en laboratoire sur ce qu'on appelle des chimères, dans lequel on a mélangé en fait des cellules humaines à des cellules animales. Et je crois il y a eu un test comme ça qui a été, enfin, il y a eu en tout cas un résultat qui s'est avéré positif. C'était une création d'un humain avec un singe, je crois, un truc comme ça, et qui aurait pu servir à créer des organes, tu vois, à faire pousser des organes pour pouvoir être utilisés après lors Oui, j'en avais d'opérations. parlé avec Antoine, dans un Mimi, la Ok. saison passée. Bon, après, c'est vrai que ce qui ne tient pas la route là, c'est pourquoi la finalité, tout ça, le but en Oui, fait de cette créature qui aurait été créée en laboratoire. Ouais. on la met de côté celle-là. On peut la mettre de côté, tout à fait. Après, on a une théorie qui est très intéressante, qui est la théorie de l'origine alien. Alors, c'est vrai que ça, c'est très intéressant parce qu'on a quand même beaucoup de témoignages donc du Dogman, dans lequel on a en fait, plein de phénomènes qui peuvent rappeler ceux des ovnis, en fait. Oui, et comme on le disait, c'est vrai que on a l'impression d'être face je dirais au même phénomène. Le truc, invasif mais, imperceptible, très peu de témoins, on on peut faire, très rapidement ce lien entre les apparitions de Dogman et les apparitions d'OVNI. Hmm. Et moi d'ailleurs, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages et ça je pense qu'il faut le prendre en considération, c'est très important. Beaucoup de témoins qui expliquent, justement, pareil, ils sont en pleine forêt, hein, donc comme je te le dis, moi j'ai une forêt à côté de chez moi, je me balade souvent avec ma chienne, ma Mhm. femme, mes enfants et bon, tu as toujours, cet environnement d'une forêt, tu vois? Entre les insectes, les feuilles qui bougent dans les arbres, il y a toujours du bruit et à un moment donné, peu de temps avant l'apparition, les témoins disent à un moment donné: «Il y a plus un bruit». C'est silence complet, comme s'ils se retrouvaient dans une bulle, et ça fait vraiment penser à ce que beaucoup de témoins, d'OVNI, expliquent, vivre aussi et qui on a mis un nom là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'effet dose. Mhm. C'est-à-dire que avant une apparition d'OVNI, il y a beaucoup de témoins qui expliquent la même chose, dire, à un moment donné, il y avait plus un bruit autour, tout était, comme dans une bulle de coton, tout était assourdi, et on peut faire ce lien justement, comme tu le dis avec, alors pourquoi pas, est-ce que, les Dogman, piloteraient des vaisseaux? Alors, soit piloteraient des vaisseaux, soit seraient en fait des créatures envoyées sur Terre par peut-être une autre race. Dans quel but? Ça, c'est pareil, c'est assez difficile de le comprendre. Mais moi, j'avais lu un témoignage dans les environs du Wisconsin où c'était des jeunes en fait qui étaient en train de camper et qui d'un coup voient en fait des lumières apparaître au-dessus d'eux. Donc comme des trois lumières qui vont tournoyer au-dessus d'eux. Et quelque temps après, en partant en fait prendre leur véhicule et donc ils se retrouvent sur la route. Et là, ils vont croiser la créature donc qui ressemble au Dogman, c'est-à-dire un humanoïde à tête de chien. Et donc, est-ce qu'on peut faire le lien avec ces lumières? Tu vois, c'est Mmh mh. Bah, bon, on va rester sur cette, théorie, mais, on va déborder aussi après sur la théorie de Bragi, qui est oui, très intéressante et on qui va fait y aussi venir ce sur la lien. théorie du régime. Qui fait aussi ce lien. Mmh. Mais c'est vrai que ce Dogman, alors, pourrait être quoi? Une sorte d'éclaireur pour les extraterrestres? Il serait envoyé Alors là pour... oui, mais tout dépend ce que tu veux interpréter dans ces lumières que tu as vues dans le ciel. Hmm. Est-ce que c'est vraiment un vaisseau, tangible, tôle-et-boulon Alors, comme on dit? Ou est-ce que c'est pas, autre chose, hein, un autre Alors phénomène? les lumières, est-ce qu'elles sont vraiment, ouais, comme tu le dis, un vaisseau spatial, ou est-ce que c'était comment dire, le système d'arrivage en fait du Dogman sur Terre, tu vois, une espèce de, Le vortex, le ouais, portail qui s'ouvre, oui, une pourquoi sorte pas. de portail. Ça, on va y venir un peu plus Mmh, tard mmh, d'ailleurs mmh. sur ces fameux portails, mais je sais pas si tu avais aussi vu cette histoire de la bête de Brocéliande. Oui, c'était, José Bouillon qui avait présenté ça. Ouais, Je et me ça, c'était rappelle, vraiment très oui, intéressant aussi, parce parce qu'il que y là, avait eu des photos de la créature qui avait été oui, retrouvée, et elle avait vraiment une sale tête, hein.
Je Ah ouais, sais elle est très particulière. je sais que les photos ont été diffusées, si vous creusez bien, vous pourrez retrouver, je crois que José Bouillon a un site internet où il les a diffusées Mmh. et c'est vrai que cette créature, qui est à moitié brûlée, enfin c'est un cadavre, hein. Elle a vraiment une tête, bien allongée avec un museau, des dents, et le témoin avait justement, expliqué qu'il avait, vu un ovni quoi, Mmh. Juste avant, ouais, ouais. juste avant, juste avant. Donc c'est pour ça qu'on peut imaginer, est-ce qu'il relâche des créatures, sur terre? Dans quel but? Bon, bah, ça, c'est un peu inexpliqué, mais Mmh. est-ce que le Dogman lui-même est un extraterrestre? Tu vois? On pourrait aussi penser ça, mais bon, et que cette apparence, en fait, d'humanoïde à tête de loup serait peut-être une façon pour eux de se matérialiser devant nous parce qu'on n'aurait pas la possibilité, un peu comme dans dans Ça, tu sais, de Stephen Oui, King, où le clown prend l'apparence d'un clown parce que c'est la seule façon qu'a l'humain de pouvoir enfin, de l'apparence d'une araignée à la fin parce que c'est la seule façon qu'a l'humain de pouvoir le ouais, conceptualiser, en le fait, tu vois. conceptualiser. Mmh. Ouais, c'est Mmh. très, très étrange aussi, mais c'est vrai qu'il y a énormément de témoignages qui Alors font. Hmm. après, il y a beaucoup de témoins qui ont vu, un dogman ou un loup-garou en train de bouffer une bestiole, morte, sur le bord de la route, par exemple. Ou, enfin, tu vois, apparemment, elle serait un petit peu comme un charognard où elle capture soit elle se nourrit, d'animaux morts ou soit elle va les chasser et puis, ensuite les manger. Mais bon, dans le cas du charognard, j'ai du mal à faire ce lien avec, un loup-garou extraterrestre, à moins C'est qu'il ça. vienne, il soit fan de charogne, sur terre et puis, il fait ses courses quoi. Il vient, il fait ses courses, il se bouffe, un lapin crevé et puis il repart. Je sais pas, je reste assez, Oui, c'est as vrai que du as coup, on. assez réservé aussi sur, voilà, sur Ouais, c'est cette, vrai que la théorie de l'alien, effectivement, si on commence à la mélanger en fait avec d'autres théories ou d'autres témoignages, c'est vrai qu'on se demande quel est vraiment le but, leur but, de leur but. Oui, comme tu le dis, s'ils viennent sur Terre uniquement pour bouffer des charognes crevées au bord de la route, c'est pas. ah mais peut-être que sur terre, on est les seuls à avoir des charognes crevées sur le bord de la route, hein, qui sait? Et ça, c'est une histoire que j'ai lue en fait dans le livre de Linda Godfrey, The Michigan Dogman, et elle a une histoire qui est très intéressante, qui fait le lien justement avec cette théorie alien dont on est en train de parler. Et là, elle raconte que un jour, elle avait été contactée par un fermier, donc qui avait retrouvé une carcasse de cerf totalement mutilée, de façon très étrange. Et il avait réussi à obtenir par le biais d'une caméra de chasse, justement, ce qui s'était passé avant que ce cerf soit retrouvé mutilé. Et là, c'est très étrange parce qu'en fait, il observait donc le cerf qui était encore vivant sur la vidéo, sauf qu'il voit apparaître une sorte de brouillard qui commence à entourer le cerf, tu vois. Et c'est un espèce de brouillard un peu, tu vois, vraiment étrange, une sorte de brouillard translucide comme ça qui vient envelopper le cerf. Et d'un coup, le cerf disparaît. Et le cerf est retrouvé plus tard, donc complètement mutilé comme je l'ai dit. Et là, Linda Godfrey, elle lui dit oui, mais alors ça peut très bien, voilà, le brouillard s'est abattu dessus, le cerf fait quelques pas, il disparaît hors de la caméra, et puis finalement il est bouffé par un coyote un peu après. Et en fait non, parce que là, le gars va lui dire, mais en fait le cadavre il est retrouvé derrière en fait un grillage de barbelés, donc le coyote n'aurait jamais pu ramener Transporter le transporter le cerf derrière. Donc on a ça, voilà, en témoignage dans le livre de Linda Godfrey qui est vraiment intéressant à lire. Et en plus, ce qui vient, et qui est très particulier, c'est qu'autour de ce cerf, ils vont retrouver des traces de pas, donc de canidés, mais uniquement les pattes arrière. mmh Donc là, tu vois, ouais, et cette histoire, moi, je la trouve assez fascinante. Alors déjà, ce brouillard qui vient envelopper et le ce cerf. brouillard, il y a des témoins qui ont affirmé, voilà, un espèce de brouillard qui venait de nulle part, juste avant Hmm. l'apparition, de cette créature. Donc mmh, Encore une fois, ouais, on peut relier ça à d'autres témoignages et c'est effectivement, ça, j'ai c'est ça. l'impression que il y a certaines choses qui sont très récurrentes, en fait, Oui, oui, dans ces apparitions de Dogman, ouais. c'est ce brouillard, cet effet dose, le fait qu'il interagisse avec l'humain, mais sans jamais l'attaquer. Tu vois, il y a Mmh. voilà, on retrouve, beaucoup de liens. Mmh.
Et alors, Jérôme, on a également une autre théorie qui est celle des rituels. C'est-à-dire que dans certaines tribus indiennes, il est dit qu'il est possible en fait d'invoquer ces créatures grâce à des rituels occultes ou des cérémonies chamaniques. Alors c'est vrai qu'on retrouve ça aussi chez les Indiens Navarros, hein, qui sont les principaux Amérindiens chez qui on retrouve donc ces légendes de Skinwalker, même de Bearwalker, donc d'hommes capables de se transformer en ours, et on est également appelé aussi Skin Changer, donc les changeurs de peau. Alors là, ce sont des sorciers qui ont choisi d'œuvrer pour le mal, et qui sont capables de se changer en animaux, donc de prendre l'apparence d'animal. Et apparemment, plus ils passent de temps en fait sous cette apparence animale, plus il est difficile en fait pour eux de revenir sur leur forme humaine, et certains peuvent se retrouver des fois coincés en fait sous cette apparence-là et errer dans notre monde sous une forme humanoïde animale. Voilà. Donc ce qui pourrait possiblement expliquer le Dogman. Voilà, Dogman dont on retrouve certains témoignages d'ailleurs aux alentours du Skinwalker Ranch, Exactement. avec ses loups géants, etc. Donc, est-ce que ça fait écho à ça? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces histoires? Bah, oui, oui, j'avais vu cette vidéo, c'était Elisabeth de Caligny qui avait présenté, le c'est comme ça que j'avais pris connaissance de cette histoire du Skinwalker Ranch, et c'est vrai que, apparemment les propriétaires de ce ranch avaient pris connaissance, auprès de tribus, indiennes, locales, de cette fameuse légende des Skinwalkers, et c'est comme tu le dis, hein, alors je vais Changeur appeler ça, de voilà, peau. Hmm. de peau. Mmh. Donc je trouve que c'est pas inintéressant, hein. Tu sais, dans l'occultisme, je pense que certaines légendes, voilà, transpirent de vrai quelque part. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas uniquement les Indiens Navarros, on a également les Hopis. Les Indiens Euh, Hopi. Mmh. les Indiens Hopi, donc qui sont eux plutôt du nord-est de l'Arizona, et qui sont vraiment dans une région qui est très très sèche, très aride. Et en fait, eux vénèrent un dieu chien qui s'appelle le Pococachina. Et ce qui est très intéressant avec eux, c'est que, alors déjà, ils ont une vision du monde qui est très particulière, parce que selon eux, il y a plusieurs mondes. Donc le premier monde, le deuxième monde, troisième monde, quatrième monde dans lequel on est actuellement, avec des choses qui sont aussi très intéressantes. Alors là, on s'éloigne peut-être un peu du Dogman, mais pour eux, en fait, le premier monde aurait été créé à partir de l'infini, donc par le créateur qui s'appelle Taiowa, donc aurait créé les terres, les animaux, les humains, etc. Puis quand les humains sont devenus mauvais, le monde a été détruit par le feu, et donc les hommes qui ont été épargnés sont guidés vers le monde du dessus, donc qui est le second monde qui sera recouvert de glace. Donc du coup, les hommes sont obligés de grimper dans le troisième monde, alors là qui est englouti sous les eaux. Et ça, c'est intéressant parce qu'on retrouve à nouveau cette notion de déluge qu'on Oui, retrouve dans toutes les civilisations quasiment. Et évidemment, à cause de ce déluge, ils sont obligés de trouver un nouveau passage, donc vers le quatrième monde, qui est le monde dans lequel on vit actuellement. Et il est dit que bon, bah voilà, ce quatrième monde prendra fin également, et qu'à ce moment-là, ils devront grimper dans le cinquième monde. oui. Et bon, là, c'est un autre Non, monde, mais mais non. c'est très intéressant parce que ça rappelle aussi la légende, c'est des Mayas ou des Aztèques, je confonds toujours, qui, justement, expliquaient, la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait eu, 4 mondes, enfin nous étions dans le quatrième monde, et les mondes précédents auraient été détruits, un par le Hmm. feu, un par l'eau, on retrouve un petit peu cette même légende. D'accord. Ah ouais, c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est. Et puis Alors cette. que, tu vois, eux sont d'Amérique du Sud, là tu me parles des Hmm. Indiens Hopi, Amérique du Nord, il y avait pas forcément De de communication. communication, et puis on est aussi dans des époques différentes, donc Tout à fait. Ouais. c'est intéressant, c'est intéressant. Et alors du coup, si je parlais des Indiens Hopi, c'est parce qu'on a un écrivain qui s'appelle Harold Kurlander qui, dans son livre Le quatrième monde des Hopi, avait justement fait mention en fait d'un clan d'hommes-chiens, au cœur des Hopis. Et donc ces hommes-chiens qui en fait étaient humains en apparence quand on les voyait de loin, mais quand on s'en approchait, en fait, ils portaient des peaux de bêtes
dont ils pouvaient se recouvrir. À ce moment-là, ils devenaient des animaux, ils devaient et se cacher comme ça. Alors ça, c'est vraiment très intéressant de voir qu'il y avait aussi cette notion de se transformer en animal, alors même si c'était pas une transformation totale, mais il y avait une volonté de se cacher, de se camoufler en animal. Pour en revenir au rituel, beaucoup pensent voilà, qu'on pouvait appeler ces créatures par le biais de rituels ou d'offrandes particulières. Dans le Wisconsin a été reporté en fait des activités occultes. Alors c'est vrai qu'on c'est difficile de démêler un peu le vrai du faux dans tout ça, mais il est très probable qu'en fait il y ait eu dans cet endroit-là des activités très particulières et notamment de ce que l'on appelle dans ce que l'on appelle le triangle des sorcières, donc qui est composé en fait de 3 cimetières. Donc c'est 3 cimetières qui forment un triangle, c'est-à-dire le cimetière de Calvary, de Oak Grove et de Hillside. Et c'est vrai que quand on les relie, ça forme un triangle. Et là, au milieu de ce triangle, eh bien, aurait eu lieu en fait des activités occultes Des pour appeler incantations, des incantations. On aurait retrouvé sur des arbres en fait des symboles gravés et autres. Et ça depuis voilà des siècles. Hein, donc c'est pas de maintenant. Et il y a également eu en fait quelque chose de très particulier. Ça a été l'école Maurice Pratt, qui était une école en fait dédiée au spiritualisme. Et les locaux, en fait, appelaient cet endroit le second Salem, tu vois. Donc, c'est pour dire qu'il il s'y passait quand même vraiment quelque chose. Et pour eux, en fait, ces spiritualistes auraient pu ouvrir une porte, en fait, sur un autre monde et rapporter des créatures, en fait, venues d'ailleurs. Alors, il y a non seulement ces histoires de Dogman, et c'est là que c'est très intéressant, parce qu'on a ces histoires de Dogman dans le Wisconsin. On a également des histoires de créatures à Whitewater, en fait une créature alors, qui ressemblerait un peu à une sorte de Cthulhu hein, qui aurait été aperçue dans le lac. Mais on a également le Gothman. Le Gothman qui est donc l'homme-bouc. Parce qu'il n'y a pas que le Dogman, il y a également le Gothman. Et ça, c'est... Il y a aussi le Mothman. Il y a le Mothman, oui, en Pennsylvanie. Et puis on peut aller plus loin parce qu'il y a le Frogman. Oui. J'en avais fait une vidéo. Il y a le Birdman, il y a aussi l'homme-oiseau qui avait été aperçu. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de créatures semblables au Dogman aux États-Unis. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et si toutes ces créatures, elles sont là et qu'elles existent quelque part, oui, enfin, là, on en revient à cette thèse sur la cryptozoologie, parce c'est que ça. aujourd'hui on parle ensemble du Dogman, loup-garou, mais comme tu le dis, il y a énormément d'autres créatures qui ont été aperçues, comme tu le dis, le Frogman, le Mothman, on est un peu dans les super-héros Marvel. Oui, ça fait un peu ça, ouais. Mais Et par rapport à cette thèse cryptozoologique, bon, on aurait aussi recensé ces autres créatures et c'est pas le cas. exactement, c'est ça. Et c'est vrai que du coup, quand on étudie un petit peu toutes ces créatures aux États-Unis, on s'aperçoit que le Dogman, il fait partie d'un tout et qu'il y en a Et plein on oublie d'autres. on en a pas encore parlé, mais aussi le Bigfoot. Et il y a le Bigfoot, ouais, tout à fait. Mmh mh. C'est vrai que ça fait partie aussi des créatures qui sont souvent rapprochées un peu au Dogman. Hein, Oui, parfois même dans certains témoignages, on ne sait pas trop si c'est un Dogman ou un Bigfoot. J'ai l'impression que le c'est Dogman prend le pas sur le Bigfoot. Enfin, comme je te disais, j'ai l'impression que c'est une sorte de mythe moderne, un peu le Dogman, c'est très particulier. mmh mh. Et pour en revenir donc à ces histoires de rituels, il y a eu dans le milieu des années 80 en fait une femme qui faisait du cheval hein, voilà, sur un petit sentier en fait dans les forêts du Wisconsin et qui a retrouvé en fait des animaux morts voilà qui avaient été lacérés, étranglés et elle avait reporté ça donc à la police locale qui lui avait dit oui effectivement on est au courant qu'en fait il y a des cultes particuliers qui sont effectués dans ces forêts mais on n'a jamais retrouvé personne, on n'a jamais réussi à attraper qui que ce soit. Mmh. Et donc on a ces rituels sataniques qui apparemment donc auraient eu lieu dans les bois du Wisconsin. Et il y a un documentaire qui est très intéressant, dont j'ai oublié le nom, mais je vous mettrai le lien dans la description, vous irez voir. Il y a le lien donc vers cette personne, John Frederickson, qui lui travaillait pour le comté de Walworth en fait comme agent de contrôle pour les animaux. Alors c'est-à-dire qu'en fait il gère plus ou moins, tu vois, les comment dire les animaux dans le comté, tu vois, c'est-à-dire qu'on l'appelle quand il y a des animaux qui sont comment dire maltraités ou des choses comme ça, tu vois. Mmh mh. Mmh. Et en fait, lors d'une interview, il a dit que il avait enquêté sur énormément de cas de mutilation animale
qui semblait être en lien avec des rituels occultes dans les bois de Elkhorn, en fait, donc dans le Wisconsin, tout proche d'ailleurs de Brevard. Et pour lui, des personnes haut placées, hein, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des gens très haut placés qui étaient impliqués dans ces meurtres rituels d'animaux. Mmh. Intéressant parce que je sais que Virgile sur la chaîne, Connexion Mystère, heu, tente de faire ce lien avec les mutilations animales et Mm. hem et l'histoire des loups-garous. Mmh mh. Et effectivement, en 1990, donc dans le Wisconsin, il y a eu alors toute une vague comme ça de personnes habillées en noir. Alors ça, c'est très étrange. Alors, après, c'est pareil, hein, restons un peu... prenons un peu de recul. Je ne sais pas si c'est totalement vrai. En tout cas, c'est ce qui circule, mais on n'en a pas de preuve absolue. Mais apparemment, dans les années 90, on aurait eu des hommes habillés en noir qui parcouraient la ville pour essayer de capturer en fait des animaux, donc des chiens errants et autres. Et on a cette histoire d'un petit garçon qui lui dit qu'un de ces hommes est venu l'aborder et a tout fait pour lui acheter son chien. Il lui disait, vas-y, vends-moi ton chien, etc. Et le gamin, évidemment, a refusé. Mais c'est très particulier, comme s'ils avaient vraiment besoin d'animaux, tu vois, pour leur Pour leur rituel. rituel quoi. Mmh mh. Et c'est vrai que dans les années 90, apparemment, le taux de chiens qui disparaissaient était anormalement élevé. Et donc, il y a eu également, en 1990, on a retrouvé, alors là, c'est pareil, on prend un peu de recul parce que je n'ai trouvé aucun, sur Internet, je n'ai retrouvé aucun témoignage de police ou de rapport de police qui mentionnait ça. Mais apparemment, on aurait trouvé une douzaine de cadavres de chiens dans un fossé qui auraient été retrouvés, donc la gorge coupée, lacérée, des Mutilé quoi. cordes Mmh mh. Mmh mh. mutilées, des cordes accrochées aux pattes, etc. Donc, tu vois, il y avait quelque chose de très particulier qui se passait là-bas. Alors, est-ce Mmh. que justement ces rituels qui étaient effectués sur ces animaux permettaient d'appeler des créatures comme le Dogman ou même le Goatman, qui est aussi une créature très connue là-bas, hein, à ne pas Mmh mh. oublier. Mmh. Donc là, tu vois, c'est très étrange. Ouais et moi ça me fait penser à un justement, je te dis quand j'ai pris connaissance de ces histoires de Dogman et de loup-garou, je me suis fait un petit peu toutes les vidéos, qui traînent sur YouTube et pour en revenir à la chaîne de Morgane Priest, Loup-garou France, il me semble me rappeler qu'il y avait un témoignage, la personne expliquait elle avait 13 ans à l'époque et je crois elle était avec son cousin, ils étaient partis en forêt de nuit, Mhm. tu sais comme, voilà moi ça m'est arrivé de le faire, hein, tu vas dormir chez des copains et puis en fait la nuit hop, et puis on va dans les cimetières, on fait plein de bêtises quoi, bon voilà. Et lui, avec son cousin, je crois qu'ils étaient partis en forêt et ils étaient tombés justement sur une personne, qui était habillée, bizarrement, je sais plus si elle avait une capuche ou je sais pas, qui était face à un dogman, enfin un loup-garou et justement il avait témoigné, bon c'était des souvenirs qu'il avait quand il avait 13 ans donc c'était encore un petit peu c'était peut-être diffus, mais il expliquait que cette personne, voilà, c'est comme si elle faisait des incantations. Il avait pas compris dans quelle langue, s'exprimait cette personne, c'était peut-être du latin ou je ne sais plus, enfin voilà, comme si elle faisait des incantations face à cette créature. Donc tu D'accord. vois, si on met en lien ce que tu nous expliques, bah oui, peut-être, pourquoi pas. Est-ce que, certaines personnes en pratiquant, voilà un rituel bien spécifique, des incantations et cetera, pourquoi pas avec, des sacrifices d'animaux, eh bien on pourrait justement, ouvrir un portail et faire apparaître ces créatures. Et à ce moment-là, un besoin de sang ou de souffrance pour pouvoir les attirer. Moi, j'étais parti sur la piste, c'est en parallèle de notre sujet, j'étais parti sur la piste de l'adénochrome. Puisque, Ah oui. Mm. justement, on fait souffrir ces animaux avant, de le enfin, en les mutilant et en leur coupant des organes et cetera. Et il y a certains animaux qui ont été retrouvés vidés de leur sang. Et on a eu des rituels chez nous en France, et ces témoignages de Donc Dogman. à moins que le dogman, sache prendre l'avion ou le bateau. Mais on a eu des témoignages de Dogman aussi en France, effectivement, Oui. et c'est ça qui fait écho justement à ces histoires-là. C'est qu'on a eu toutes ces histoires de mutilation animale en France depuis déjà des Aussi. années. Mmh. Et à côté de ça, on a des gens qui aperçoivent cette créature. Donc, est-ce que c'est lié? Tu vois, là est la question. Je Mmh. reviens sur par exemple, le témoignage d'Alain de Nice, qui avait été donc interviewé par Lionel Camille et d'ailleurs Morgan Priest, qui avait fait une seconde émission là-dessus. Et c'est vrai que son témoignage, il est quand même assez effrayant, quoi, et très intriguant.
C'était le fameux la fameuse créature qui avait fait un bond de 15 mètres dans le vide, je crois, non, Exactement, c'est ça? c'est ça, ouais. Et ils étaient retournés sur les lieux et oui, quand tu vois où elle a sauté, tu dis: «Ah oui, Ouais, elle est assez athlétique la bête». ouais, non, très D'ailleurs, particulier. c'est on en a peut-être pas parlé, mais c'est une des caractéristiques de cette créature, c'est qu'apparemment les témoins disent que elle impose quoi. Oui, Apparemment, elle a un elle est corps, immense, ouais. bodybuilder, des cuisses, et elle serait capable de faire des bonds de plusieurs mètres de hauteur, voire de longueur, traverser une route Mmh. en un éclair. Ouais, très particulier. En tout cas, cette histoire de Dogman, eh ben, écoute, on attend de voir d'avoir d'autres témoignages qui arrivent. C'est toujours très intéressant de les écouter. Peut-être qu'un Oui, jour, on retrouvera un cadavre de Dogman et à ce moment-là, on en saura plus. Mais en tout cas, c'était très intéressant, ouais, de passer en revue comme ça ces différentes théories et de voir un petit peu celles qui tiennent ou pas la route. ouais, Et voilà, on a un petit peu, vu en revue toutes ces différentes théories et je pense que c'est intéressant. Il faut pas balayer d'un revers de la main, comme je le disais tout à l'heure, certaines théories, dire: «Non, non, c'est vraiment, un animal, mmh. pas recensé». Non, il faut laisser la porte ouverte à toutes les possibilités et c'est un grand plaisir, de parler de ce sujet avec toi, Damien, parce que Bah j'en avais pas écoute, encore parlé. Et voilà, c'est bah quelque chose écoute, qui m'intéresse comme tu as pu le constater. ouais, donc avec grand plaisir. Et puis évidemment, donc le lien de ta chaîne sera dans la description. Donc tous ceux qui veulent aller voir peuvent cliquer dessus et s'abonner à ta chaîne. Tu fais, voilà, t'accueilles quand même du beau monde, hein. Il y a eu pas mal de très belles interviews. Oui, il y a Et, des gens non connus et des gens connus, voilà. ouais, et c'est vraiment très intéressant parce que tu abordes aussi plein de sujets différents. Comme le disait Alan, je pense que lorsqu'on commence à s'intéresser à tous ces sujets, il faut voir ça d'un point de vue holistique, c'est-à-dire il faut tout explorer. On se rend compte qu'à la fin, il y a un petit lien qui est tissé à travers ces différents sujets. Ok, ben en tout cas, merci beaucoup, Jérôme, d'être Merci venu. Damien, merci à Et, toi. et je te dis à très bientôt. Bah merci, avec grand plaisir. Allez, Ciao. salut, à plus.